Bonjour, je vous attendais venant de la salle, vous venez des coulisses, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Clac, 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 et j'en tombe. Je pense que vous avez un micro, je vous laisse le mien, je vous laisse le mien. Négatif, vacciné, tout va bien. Merci mille fois et bravo. Bonjour à tous. Ravi et honoré d'être là pour la prochaine table ronde. Le thème étant la situation du livre en langue française dans le monde. Partager les constats. Je vais appeler mes invités à me rejoindre sur scène. Est-ce qu'ils sont là? Alors, monsieur Nicolas Roche, monsieur Jean-Michel Huette, monsieur Karim Bensmaïl, monsieur Kamel Daoud, monsieur Simon de Jocasse. Et ensuite, je vous présenterai mes invités en visio. Je m'installe. Bonjour. Bonjour, messieurs. Où vous voulez. Alors, vont nous rejoindre également en visio Madame Isabelle Lemarchand, qui est présidente de l'Association internationale des libraires francophones et responsable de la librairie La Page à Londres. Bonjour. Monsieur Serge Donchueng Kwam, qui est directeur des presses universitaires d'Afrique au Cameroun et coordinateur de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Bonjour. Et enfin, Olivier Babel, secrétaire général de Livres Suisses, association romande de diffuseurs, éditeurs et libraires. Merci à tous d'être là. Nous avons pris un peu de retard, nous allons rattraper tout ça. Je vous promets de vous laisser un temps de parole égal à tous. Je vous demande de faire des interventions qui ne dépassent pas les 5-6 minutes pour que vraiment la parole circule entre nous. Les questions sont, aujourd'hui, quelle est la situation du livre en langue française dans le monde? Qui en sont les acteurs? À quelles difficultés se heurtent-ils au quotidien? Comment circulent les livres? Et là, le bonheur, c'est d'avoir vraiment tous les maillons de la chaîne, ou presque. Je vais vous présenter un peu mieux monsieur Nicolas Roche, à ma droite, qui est directeur général du Bureau international de l'édition française. Monsieur Jean-Michel Huette, qui est associé Afrique et développement international de Bearing Point. Monsieur Karim Bensmaïl, président de la Fédération des éditeurs tunisiens et directeur des éditions CERES. Monsieur Simon de Jocasse, président de Québec Éditions, directeur des éditions Les 400 coups. Et enfin, monsieur Kamel Daoud, écrivain et journaliste algérien, lauréat du prix Goncourt du premier roman. Je commence par monsieur Nicolas Roche, qui va nous proposer de faire en fait une sorte de photographie, je reprends vos mots, permettant de réunir les informations quantitatives et qualitatives sur le marché du livre francophone à travers des fiches. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour un projet assez ambitieux. C'est d'essayer en 5 minutes de vous faire la synthèse d'un an et demi de travail avec plus d'une centaine d'entretiens avec des professionnels de tous les espaces francophones que nous avions déjà synthétisés il y a quelques mois dans le cadre de webinaires. Et donc, voilà, c'est un nouvel exercice dans un format court. Je vais essayer de relever le défi. Effectivement, nous avons proposé au commissariat des États généraux de réaliser une espèce d'enquête, une photographie permettant de réunir un certain nombre d'informations sur les espaces francophones du livre. Je vais revenir sur cette définition parce qu'il me semble qu'il n'y a pas un seul espace, mais des espaces sur lesquels on peut trouver un certain nombre d'analogies. Et alors que le BIEF, le Bureau international de l'édition française, est en contact permanent avec beaucoup d'entre vous tout au long de l'année par le biais de différents programmes que nous organisons, il nous est apparu que finalement nous n'avions pas de base documentaire, de ressources, de photographies, de ce qui nous unit les uns les autres. Et je vais essayer de vous en dire un mot maintenant. Nous avons essayer de résumer, encore une fois, ces espaces francophones du livre en trouvant des liens, des analogies dans ce qui pouvait les faire se ressembler
par zone géographique. Et nous en sommes arrivés à réaliser 7 fiches, d'abord sur la francophonie du Nord, qui est, il me semble, un espace à part entière. En tout cas, on peut trouver un certain nombre de points communs qui réunissent les pays d'Europe et le Québec, nos amis de l'autre côté de l'Atlantique. Une fiche sur le Maghreb, naturellement, qui nous accueille aujourd'hui à Tunis, le Proche-Orient, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'océan Indien et Haïti, et puis l'Asie du Sud-Est. Ces fiches ont été réalisées au BIEF, mais dans le cadre d'un nombre très important d'entretiens, j'en ai dit un mot tout à l'heure, sous la direction, et je veux les saluer, de Pierre Michkowski, qui est, je pense, familier de beaucoup d'entre vous, Clémence Thierry, et puis Inge Orlowski, qui a conduit beaucoup de ces entretiens. Et voilà donc à quoi nous sommes arrivés, des fiches papier et des fiches que vous pouvez consulter sous un format numérique, puisque elles ont été compilées sur le site du BIEF et que vous pouvez y avoir extrêmement facilement accès. Donc ces informations, elles ont été réunies sur plus d'une année, je vous l'ai dit, avec des dizaines et des dizaines d'entretiens, complétées et validées par un groupe d'experts, dont certains sont ici sur cette table ronde, ce qui nous a permis de vérifier, de compléter un certain nombre d'informations. Comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs étapes. Nous sommes engagés dès 2019 sur ce projet de photographie des espaces francophones. Et puisque le temps finissait par courir avec la pandémie, nous avons, à l'initiative du commissariat des États généraux et grâce à l'aide des instituts français, fait une série de 3 visioconférences sur certains de ces marchés en avril-mai 2021, qui a réuni un certain nombre d'entre vous, une première table ronde webinaire sur le Maghreb et le Proche-Orient, un second sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et un troisième sur l'Europe du Nord et le Québec. Je vais essayer de maintenant détailler un certain nombre d'informations sur ces 3 marchés et sur les autres, évidemment. Vous redire que vous y avez accès facilement sur le site du BIEF, bief.org, évidemment de manière totalement gratuite. Il y a des spécificités sur chacun de ces marchés, c'est pour ça qu'il est difficile de parler d'un marché du livre francophone, mais plutôt de plusieurs marchés du livre francophone. Et je vais essayer, sous la forme de différents points, de synthétiser une synthèse elle-même issue de différentes synthèses. Le premier point, c'est que il y a une très grande hétérogénéité sur les statistiques officielles ou interprofessionnelles disponibles. Tout oppose, à vrai dire, la francophonie du Nord, qui produit énormément de statistiques, que ce soit pour l'édition sur le territoire français ou chez nos amis suisses ou belges ou québécois, d'un certain nombre de territoires sur lesquels nous avons dû nous nourrir très principalement d'informations qualitatives données par les professionnels qui sont nos relais habituels dans un certain nombre de pays. Et ce point doit être tout à fait souligné, c'est que nous avons peu de chiffres, en fait, à analyser pour un certain nombre des pays de la francophonie. Deuxième point, et vous y avez fait référence dans la table ronde qui a précédé, il y a beaucoup de questions liées aux prix de vente locaux, c'est-à-dire ça parcourt, à vrai dire, un certain nombre de thématiques qui sont aussi bien celles de l'exportation du livre français depuis la France que des liens que les éditeurs français peuvent nouer avec l'édition locale, le numérique bien sûr, mais je pense qu'un certain nombre de tables rondes préciseront évidemment ces points-là. Je vais commencer par nos hôtes. Je vais commencer par le Maghreb et le Proche-Orient pour essayer de déterminer un certain nombre de points communs, sans doute, qui traversent cette vaste zone.
D'abord, ce sont des marchés bilingues avec un nombre de publications en français très hétérogène. Certains de ces pays font la part belle aux livres en français, d'autres un petit peu moins. Les versions en français et en arabe d'un même titre sont plutôt rares. Le livre en français provient pour une grande partie des importations de France. Je parle là de livres physiques. La circulation est difficile entre les pays francophones de la région. Et je m'arrête un instant pour me souvenir qu'il y a 2 ans, nous avons organisé des rencontres franco-arabes à Paris et que Karim Bensmaïl, qui était là avec nous, me disait le bonheur qu'il avait d'être présent à Paris pour pouvoir rencontrer un certain nombre de ses interlocuteurs, tunisiens bien sûr, mais également des pays limitrophes et du Proche-Orient, et que c'était une occasion relativement unique pour lui de les rencontrer. Et sans doute est-ce là une des premières propositions que l'on peut faire, c'est de multiplier les rencontres, ce que nous faisons souvent au BIEF en France ou à l'étranger, et aujourd'hui évidemment grâce aux États généraux, mais ce genre de rencontre, c'est apprendre à se connaître, et apprendre à se connaître, c'est un préalable à beaucoup de choses. La question du bilinguisme, évidemment, le nombre de publications est très fluctuant d'un pays à l'autre. Voilà ce que je voudrais dire en forme de synthèse synthétique sur le Maghreb et le Proche-Orient. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, si cette mouche veut bien me laisser tranquille un instant, je dirais c'est moi qui voulais envoyer la mouche, elle m'aide pour le timing en fait. Oui, c'est parfait. Quand donc elle rôde, ça me dit d'accélérer. Parfait, vous êtes parfaite. 3 caractéristiques importantes, le plurilinguisme, la disparité des situations économiques et démocratiques, et la situation démographique, bien sûr, viennent toucher évidemment ces régions de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alors, tout d'abord, il faut souligner que l'accès aux livres reste difficile pour une partie importante de la population. Il y a d'abord la question des prix de vente, j'y ai fait référence, la circulation du livre, notamment dans les écoles et les bibliothèques, et puis un réseau de librairies, même s'il est significatif dans certains pays de la région, il n'en reste pas moins que pour un certain nombre de régions de ces différents pays, la librairie n'est pas forcément accessible en 5 minutes. Des marchés qui s'organisent et qui se diversifient avec beaucoup de structures qui se sont extrêmement professionnalisées et qui aujourd'hui permettent d'avoir un nombre de livres produits par les éditeurs locaux qui est en très forte augmentation. Et à la différence sans doute du Maghreb et du Proche-Orient, des livres qui voyagent de mieux en mieux dans les différents pays de ces 2 zones. Et puis, il faut souligner les enjeux de la vente en ligne et du numérique. On va sans doute beaucoup en parler dans ces prochaines heures, avec une population jeune très importante qui est hyper connectée et un nombre assez restreint de librairies officielles, même si, comme vous le savez, il y a d'autres formes de vente de livres, la vente informelle, la vente par terre. Il n'en reste pas moins qu'il y a relativement peu de librairies dans les murs. Donc, beaucoup d'enjeux et sans doute un grand gisement de possibles ventes de livres ou de circulation des livres dans cette zone. L'Europe et le Québec, j'y ai fait déjà référence, on a beaucoup de données statistiques. Une grande partie de l'export des livres français se fait vers la Belgique, la Suisse et le Canada. Plus de la moitié des livres vendus à l'export depuis la France vont vers ces pays-là. Et puis, un système de distribution des livres français qui est très efficace en Suisse et en Belgique, soit par le biais de filiales implantées sur place, soit directement depuis la France. Et puis, spécialement pour le Québec, mais Simon Jokas peut-être en dira un tout petit mot supplémentaire, la loi 51 a instauré des relations différentes entre les différents acteurs, qu'ils soient libraires locaux ou distributeurs. Et puis, j'observe, mais c'est un sujet dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, c'est qu'il y a une rouverture sur le débat sur le prix unique dans un certain nombre de ces territoires. Je finis rapidement par l'océan Indien et Haïti.
Les langues locales plus courantes que le français ne sont pas toujours utilisées dans l'administration et donnent lieu à moins de publications écrites. Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, le français joue un rôle néanmoins prédominant dans ces marchés du livre. La production locale n'existe véritablement qu'à Maurice et Haïti. Elle est beaucoup plus modeste ailleurs. Et puis, évidemment, en ce qui concerne les Seychelles, petite particularité, il y a beaucoup de livres anglais qui y sont présents. Et puis, c'est un vrai énorme sujet, la circulation des livres est quasiment inexistante entre les différents territoires de l'océan Indien de l'océan Indien, parce que les coûts de transport inter-îles sont extrêmement élevés. Et il est souvent beaucoup plus facile de faire venir, et moins coûteux de faire venir un livre depuis la France que de le faire circuler entre les différents espaces. Sur l'Asie du Sud-Est, je vous recommande d'aller voir directement la fiche pour laquelle nous avons relativement encore moins d'informations quantitatives et avec un nombre néanmoins d'entretiens menés qui vous permettent de vous faire une bonne idée de ce que représente le livre français dans ces zones. Merci beaucoup Nicolas Roche. Je rappelle donc que toutes les recherches que vous venez d'évoquer sont disponibles sur le site bief.org, si je ne me trompe pas. C'est vraiment passionnant et effectivement, on sent qu'il y a tant à découvrir encore. Je note ce que vous avez dit sur la disponibilité des statistiques beaucoup plus dans le Nord que dans certains pays du Sud. Restons dans la synthèse. Jean-Michel Huette, donc je rappelle, associé Afrique et Développement International de Bearing Point, vous avez effectué une synthèse justement chiffrée du marché en 2020. Oui, bonjour à tous et ravi d'être là aussi physiquement. C'est un plaisir de pouvoir échanger. Effectivement, et tout comme vous, on avait fait des présentations en webinar en mars-avril dernier de l'étude que nous avons menée, qui est à la fois l'état des lieux en 2020 de livres francophones et puis également les projections. Ça, c'est un teasing entre guillemets pour cet après-midi que nous présenterons dans le détail. Et l'étude sera publiée aujourd'hui, cet après-midi, après la table ronde. Ça ne sera pas une synthèse, ça fait 400 pages, mais vous avez vraiment le détail par zone géographique. On a repris d'ailleurs la logique géographique de vos fiches pour pouvoir avoir aussi une somme de données et d'analyses qui soit dans la suite de ce que vous avez pu faire. Je ne sais pas si vous verrez quelques illustrations pour ceux qui sont à distance, parce qu'il y avait quelques slides, mais si on fait très rapidement, parce que le temps est compté, un petit peu un état à date, quand on regarde ce qu'est la francophonie aujourd'hui, c'est 240 millions de locuteurs dans les pays que nous avons regardés, donc étaient ceux du BIEF, et ceux où, bien sûr, le français est important. Et on le verra cet après-midi, encore une fois, quand on se projette à 10 ans ou à 30 ans, ce nombre va, d'un point de vue démographique, exploser. Donc on se rend compte qu'on est sur un véritable enjeu. Et puis si on peut aller de 3 pages plus loin par rapport à l'illustration, même un peu plus loin, comme ça on va aller vite, ça c'était la carte. Voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est de donner quelques chiffres. Il y a une émission de télévision depuis 40 ans en France, les chiffres et des lettres. Donc moi je serai le monsieur chiffre dans une journée de lettres. Quelques chiffres pour se rendre compte de ce dont on parle quand on parle du livre. Le marché global du livre, c'est 122 milliards de dollars. C'est la somme globale au niveau mondial. La moitié est concentrée dans 6 pays, et c'est les 6 pays que vous avez sur la partie gauche de votre illustration. Et donc l'autre moitié, 66 milliards, dans les 195 ou 205 autres pays dans le monde. Bon, ça ne sera pas surprenant, c'est les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Espagne qui concentrent la moitié de ce marché. Donc ça, c'est le marché global du livre. Et maintenant, si on fait un focus sur le livre de langue française, le livre francophone, eh bien c'est à peu près 5% de ce marché. C'est 5 milliards, avec un phénomène, mais on le verra tout à l'heure, qu'on retrouve dans d'autres zones de langue, très grosse concentration et très grosse importance de la France. C'est 85% du marché du livre francophone est en France. Bien évidemment, la question qui a déjà été évoquée ce matin du prix joue, puisque là je parle de revenus, donc c'est bien un multiple entre des nombres de livres vendus et un prix, et très clairement le prix du livre en France est plus élevé qu'il peut l'être en Tunisie, ce qui est aussi heureux, mais ce qui mécaniquement va biaiser aussi un petit peu les chiffres, vous vous en doutez. Et si on regarde sur les 15% du reste de ce marché hors de France, on va retrouver quelques grands pays dits développés, bien sûr le Canada avec le Québec notamment, bien sûr la Belgique, la Suisse, et ce qu'on appelle les marchés en voie de structuration sont aujourd'hui beaucoup plus faibles en termes de représentation sur ce marché. On va retrouver notamment quelques pays africains,
bien sûr la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, pour reprendre les principaux. Après, si on se souvient des chiffres, le continent où il y a le plus de francophones, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 2% du marché du livre en langue française. On verra cet après-midi que ce chiffre peut évoluer dans le bon sens, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter cet après-midi. Bon, en tout cas, on voit ce qu'est aujourd'hui cette photo à date du marché du livre francophone dans le monde. Ce qui peut être intéressant aussi, et je pense que ça serait bien d'aller sur la page suivante, voilà, vous avez un peu cette répartition, 95% du marché du livre francophone, c'est dans les marchés dits structurés, pour faire simple, les pays de l'OCDE. 5%, ce sont donc les marchés en voie de structuration, dont 40% sur le continent africain. Vous avez les chiffres détaillés, je ne rentrerai pas dans le détail. L'intégralité de l'étude sera disponible aussi gratuitement sur Internet. Version complète avec les prévisions ce soir, après la conférence. Je fais encore un petit peu de publicité pour notre conférence de 17h où on verra les projections. Peut-être pour finir et laisser la parole, parce que je pense que c'est aussi intéressant d'entendre nos amis sur vraiment le concret de cette question. En comparaison, et c'est la page suivante normalement, non, on l'a pas, bon tant pis, elle a sauté, mais c'est intéressant quand même de comparer avec le marché hispanophone, qui a un cas à peu près similaire, c'est-à-dire que c'est un marché qui est à peu près de même taille. C'est pareil, l'Espagne qui est très loin devant et qui représente presque 90% de ce marché, et puis après arrivent quelques pays, surtout d'Amérique latine bien évidemment. Donc j'ai envie de dire, c'est aussi intéressant de se comparer à la zone hispanophone parce qu'on retrouve des grandes similitudes par rapport à ce marché. Voilà, pour faire court et éviter d'être attaqué par une petite mouche. Ça marche, c'est bien. Donc vous disiez que ça allait être disponible sur quel site ? Ça va être disponible et diffusé par les États généraux et l'Institut français dès ce soir, une fois qu'on aura eu la table ronde, alors si l'horaire est respecté, de 17h à 18h30, où on présentera les projections sur 2030 et 2050 de ce livre dans le monde. Parfait. Mais c'est sous embargo d'ici là, donc c'est confidentiel. Parfait. Merci pour la transition. Vous avez dit exactement, vous, c'est les chiffres. Le concret, ça va être Karim Bensmaïl. D'abord, j'imagine que vous êtes conscient de ces chiffres-là, même si là, ils sont très, très récents. Et merci encore pour vos travaux, messieurs. La réalité du livre francophone en Tunisie, quelle est-elle ? Merci. La réalité du livre francophone en Tunisie tient dans un chiffre que Bearing Point vient de présenter. L'Afrique, 5% de l'exportation du livre français. Je vous laisse imaginer ce qu'est le pourcentage du Maghreb, de l'Afrique du Nord, et là-dedans de ce qu'est le pourcentage en Tunisie. Je dis ça parce que c'est important de savoir que la présence du livre importé français dans nos pays, et en Tunisie, qui est le marché que je connais le mieux, mais je connais aussi le Maghreb et le marché africain, ce n'est pas un enjeu économique pour les éditeurs. C'est 3 fois rien. Lorsqu'un éditeur va voir un collègue en France pour acheter des droits, par exemple, pour publier localement, la première réaction, ça va être d'appeler son directeur commercial qui va lui dire « Ah non, tu ne touches pas, c'est mon marché ». Enfin, c'est toute une galère sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Mais tout ça pour vous dire que si on veut que le livre, dans le sens nord-sud, je parlerai des autres ensuite, fonctionne mieux, que les gens lisent plus cette littérature, ces essais, cette production intellectuelle, c'est une décision politique. Ce n'est pas aux éditeurs qu'il faut s'adresser, c'est aux politiques, et c'est pour ça que, pour la première fois peut-être en plus de 30 ans d'expérience, cette réunion, ces 2 jours-là, sont un peu plus la décision politique. Mais j'espère que, depuis 30 ans, on raconte les mêmes histoires. Avant, c'était la distribution, maintenant, c'est la circulation, enfin, on change d'un mot à l'autre. Mais dans la réalité, c'est toujours la même chose. Donc, c'est une décision politique. Il faut que, dans tous ces pays-là, on soit d'accord sur l'importance de la lecture en langue française, pour des raisons différentes. Pour moi, tunisien, c'est important le français, c'est pas important la langue française, c'est important la lecture en français, pas pour les mêmes raisons que pour les Français. Donc il faut d'abord être clair, hein, nous ne sommes pas dans une position de quémandeur, nous sommes dans des intérêts communs, et ce sont des intérêts
je dirais, c'est un peu grandiloquent, civilisationnel. On ne parle pas de gros sous là, hein, c'est 4 francs 3 sous, mais c'est très très important. C'est très important pour nous en Tunisie. Notre maison d'édition, comme tu le sais, Amel, en est à sa 2e génération. Elle a été créée par mon père qui me disait une seule chose à propos de l'édition. Il me dit, garde toujours ouvert le lien avec le Nord. Et on ne parlait pas d'argent. Encore une fois, dans l'édition, il y a, en tout cas à notre niveau, à nous, ce n'est pas une question de gros sous, c'est une question de conviction que la circulation du livre en langue française dans le Maghreb est un facteur de paix et de rapprochement des civilisations. D'autres élèvent des murs. Le livre doit passer au-dessus de ces murs-là, qu'ils s'appellent visa, qu'ils soient sous forme de visa, de problèmes économiques ou de briques. Dans ce défi, encore une fois, il ne faut pas se leurrer. C'est facile sur le livre d'être un peu wishful thinking, de dire que le plus important, c'est que les organisations et que les États veuillent le faire. C'est-à-dire qu'il faut que demain, le BIEF ne soit plus le Bureau international de l'édition française, mais le Bureau international de l'édition francophone. Et là, on arrivera peut-être à quelque chose. Tant que Nicolas est là, on peut y arriver. La même chose, je voudrais faire un appel à l'OIF, qui, à mon sens, ne joue pas son rôle pour le livre francophone dans les pays francophones. Il y a eu des tentatives, il y a une quinzaine d'années, mais depuis, tout ça ronronne, n'est pas efficace. Et j'espère qu'aujourd'hui, les instances de la francophonie et de l'OIF mettront en place un programme pour que le livre en langue française circule. Tu m'envoies la mouche là ou j'ai encore un peu de temps? Non, je t'envoie la mouche. Très bien. Mais je vais revenir. Je vais juste finir en disant que l'autre problème que nous subissons, que nous déplorons, et je l'évoque aujourd'hui en présence de Kamel Daoud, c'est que nous, Tunisiens, nous ne pouvons pas lire la production algérienne, et les Algériens ne peuvent pas lire notre production, parce que le Sud-Sud est très difficile en termes de collaboration et d'échange de livres. Et ça, c'est une grosse problématique qui est une problématique du Sud. Et je ne vois pas comment on peut y arriver, il faut qu'on y réfléchisse. Merci. Merci beaucoup. Tu parlais d'aller vers le Nord, c'est le Grand Nord, justement. On part au Québec. Je suis curieuse de savoir, Karim parlait des lacunes d'action politique. Au Québec, c'est les privés ou le public qui agit pour le livre francophone ou pas? Bonjour et merci de m'accueillir. C'est un peu de tout, hein. Je crois que c'est effectivement une décision politique qui a été prise dans les années 80, la loi 51, qui a permis au Québec de se galvauder contre l'envahisseur français. Il faut savoir que le Québec était, à toute fin pratique, dans la même situation que la Belgique, la Suisse et les pays de l'Afrique, c'est-à-dire qu'il y avait une domination française. Et je précise que quand on parle de domination française, on parle des grands groupes. On ne parle pas des petits éditeurs français qui sont eux aussi parfois dans la même situation que les éditeurs dans d'autres pays. Donc, la loi 51 a permis, à travers une loi que Denis Vaugeois, ministre de la Culture et éditeur, il faut le mentionner, avait promu l'idée que les bibliothèques publiques, les écoles, donc tout le milieu public, devaient passer par des librairies agréées pour acheter leurs livres. Alors, on mettait de côté toute la question de l'achat regroupé par des individus qui rentraient, offraient des rabais à 50-60%. Tout ça, c'était fini. Les libraires, les bibliothèques devaient acheter à plein prix. Les libraires devaient être agréés, et pour être une librairie agréée au Québec, ben, il fallait être de propriété québécoise et avoir un nombre suffisant de livres québécois dans l'espace libraire. Ce que ça a créé dans les années 80, c'est un engouement
pour l'édition. Si vous regardez les données statistiques sur le nombre d'éditeurs qui sont nés à partir de 80, c'est phénoménal, dans tous les genres, dans tous les styles et dans tous les coins du pays. Ensuite, ça a permis à créer des librairies, parce que les librairies devaient servir les régions où ils étaient. Mais s'il n'y avait pas de librairie, il fallait en bâtir une. Donc, ça a créé une chaîne du livre qui, aujourd'hui, est excessivement solide. Le livre français est omniprésent au Québec, comme partout ailleurs. Près de 70 80 du livre en tablette dans nos librairies, c'est du français. Mais le Québécois tend à acheter québécois. Le libraire fait la promotion du livre québécois. Les écoles font la promotion du livre québécois. Les institutions, nos radios. Et plus important encore, et ça a été mentionné plus tôt, nos auteurs publient au Québec. Je prends souvent Notre éternel et Notre immortel Dany Laferrière, qui est publié chez Grasset et ailleurs en France, mais il est publié au Québec. Il n'a pas dit « je quitte le Québec parce que maintenant je suis populaire et je suis immortel, je m'en vais en France ». Non, il a décidé qu'il restait chez lui et je pense que c'est un geste important. Il faut que la chaîne au complet se tienne à l'intérieur de son pays pour pouvoir faire des changements. Dès qu'il y a des gens qui se disent « j'ai pas besoin d'être ici, je vais être plus populaire ailleurs », je pense qu'on perd des morceaux. Mais il faut les soutenir, ces gens-là. Il est populaire et immortel, à ma gauche, Kamel Daoud. Il y a vraiment beaucoup de problématiques entre ce que dit M. de Jocasse et Kerim Besmaïl. D'abord, l'état du livre francophone, sa circulation en Algérie, je pense que ça rejoint un peu ce que dit Kerim. Vous, en tant qu'auteur, le choix d'écrire en langue française a été souvent... dans toutes les interviews, c'est une question qu'on vous pose pratiquement systématiquement. Or, le succès est arrivé, la reconnaissance mondiale est arrivée, et là se pose justement le problème du choix de l'éditeur. Comment avez-vous réfléchi à faire des choix? Alors, est-ce que c'est des choix égoïstes parce qu'on pense à sa carrière et à son propre parcours, ou est-ce que vraiment il y a toute une réflexion plus profonde derrière? Vous avez un micro, je vous prête le mien. Alors, bonjour, merci. Le débat est nécessairement technique, mais je m'y mêle un petit peu. J'aurais voulu plus écouter que prendre parole, parce que je ne suis pas un professionnel de l'édition, je suis juste un maillon de la chaîne, je suis écrivain. Écrivain en Algérie, francophone, ce n'est pas être uniquement un écrivain, c'est être dans une position très inconfortable où on est obligé de justifier du choix de la langue, de ce qu'on pense de cette langue, pourquoi on l'a fait. On y perd son innocence quelque part. Donc on n'a pas l'innocence de l'écrivain. L'Algérie aussi, c'est un pays particulier par rapport au statut de la francophonie. On répète souvent cette affirmation que c'est le premier pays francophone en dehors de la France en termes de démographie. Donc le livre, la question du livre, du choix de la langue se pose d'une manière très pertinente. Alors je dresse juste rapidement un tableau. C'est qu'on a des a priori. On croit que les funérailles de la langue française en Algérie durent depuis 50 ans, mais ce sont de fausses funérailles. C'est une langue qui est là, qui se pratique, qui se transmet, qui permet de créer du sens, qui a ses figures, ses célébrités, qui a son corpus. Donc ce n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante, même si c'est une langue refusée. De par l'histoire, les écrivains francophones sont dans une situation d'inconfort parce que le débat sur la langue est toujours chargé par la question coloniale, par l'identité, par qu'est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est la langue dont on use ou on est la langue de l'ennemi? Est-ce que c'est un butin de guerre, comme disait Khatib Yassine? Est-ce que c'est un bien vacant, comme je le pense moi-même? Donc ce n'est pas très clair. Donc on a l'impression que le livre francophone ne circule pas en Algérie, ce qui est faux. Je le sais par expérience. À la publication des premiers romans, avec mon éditeur, les éditions Balzac en Algérie, on faisait un acte, disons, militant. Je n'aime plus ce mot qui a été dégradé par les réseaux sociaux, mais c'est un acte militant. Prendre avec mon éditeur des cartons de livres et aller dans les villages pour signer et parler aux gens, c'est quelque chose qui est exaltant, c'est quelque chose qui donne du sens à ce que vous faites, vraiment. On se sent impliqué dans une sorte d'aventure un peu ancienne, on propose du livre, et paradoxalement, personnellement, je signais plus de livres dans les petits villages que dans les grandes villes.
les gens qui arrivaient, qui venaient aux rencontres, c'était des gens qui voulaient toucher un écrivain, qui voulaient rencontrer un écrivain, parce que la concentration de l'événement culturel et littéraire, elle est urbaine, elle est ultra-urbaine. Dans un pays comme l'Algérie, c'est Alger. En dehors d'Alger, l'Algérie n'existe pas. Donc quand un écrivain qui apparaît sur les écrans français, c'est-à-dire dans une géographie qui crée du sens et de la valeur, et qui va vers les villages, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre du rite, qui est honoré. Donc les gens venaient. Il n'y a pas de libraire, mais les gens venaient. Deuxième phénomène en Algérie, c'est la foire du livre, chaque année. C'est un rendez-vous qui draine jusqu'à 1 200 000 visiteurs. Et je peux témoigner que les gens viennent acheter avec des chariots. Des gens qui viennent de petits villages avec des listes de livres et des cotisations pour pouvoir ramener le livre vers le petit village. Alors, ça, je ne suis pas technicien, je ne suis pas professionnel du marché du livre algérien, mais je parle avec ma subjectivité. C'est quand même assez fascinant où c'est un territoire où à la fois la librairie n'existe pas, mais où le livre est attendu, il est demandé, il est lu. La francophonie, la langue française, c'est une langue qui n'existe pas, mais c'est une langue qui est pratiquée. C'est une langue savante, une langue d'ascension sociale, une langue... L'autre pour nous, il est français. Tout étranger est français, nécessairement. Donc il y a cet aspect-là. Troisième aspect, c'est quelque chose pour lequel je milite personnellement, à mon humble niveau, avec mes éditeurs, à Tunis avec Karim, en Algérie avec les éditions Barzakh, c'est que personnellement, tous les contrats que je signe avec mes éditeurs en France, je me réserve les droits maghrébins pour pouvoir les céder à des éditeurs maghrébins. Je ne le fais pas par générosité, mais j'estime que c'est ce que je peux faire pour que ce que j'écris puisse circuler dans les pays où je vis, Tunisie, Algérie, Maroc. J'ai autant besoin d'être lu en France ou ailleurs dans le monde que d'être lu en Algérie ou même de subir les adversités algériennes. J'ai besoin que le livre soit accessible. Un roman qui est édité en France et qui revient vers l'Algérie avec les taxes, avec les prix de transport, etc., il revient à peu près réellement à 3 000 à 5 000 dinars. Je donne l'équivalent, un salaire moyen, c'est 30 000 dinars pour une famille. Donc 5 000 dinars le roman, c'est quand même très très cher. Mais un roman qui est édité localement, il est à 700 dinars. Donc il est plus accessible. Et personnellement, du point de vue du sens que je suppose au métier que j'ai choisi par rapport à cette passion-là, je veux que mon livre circule dans des pays comme l'Algérie, comme le Maroc, la Tunisie. Cette idée de garder, de préserver ces droits maghrébins, j'ai essayé de la transmettre à d'autres écrivains qui sont d'accord. Parce que même, parlant crûment, même d'un point de vue financier, qu'est-ce que ça va me rapporter la vente de mes livres édités en France et qui sont transportés et vendus en Algérie? 1 000 €, 2 000 €? Ce n'est rien par rapport à ce gain symbolique et de diffusion aussi. Donc moi, je plaide pour que beaucoup d'écrivains qui ont les moyens de se passer des droits maghrébins les cèdent à des éditeurs locaux. C'est important. C'est ce qui permet aux livres de circuler. Troisième point, et par rapport à ce que affirment les professionnels ici présents, ce que je vois en Algérie, c'est qu'effectivement le livre francophone officiel, entre guillemets, circule mal, pour des raisons de coût, mais il y a une énorme industrie d'édition pirate sur des papiers, je parle des classiques de la langue française qui circulent, mais à des prix très réduits, justement pour des raisons de prix. Ce sont des éditions mal faites, ça s'ouvre, ça se déchire, ça se dégrade rapidement, mais ce sont des livres qui existent. Vous trouvez du Rabelais, Hugo, du Camus, etc., qui circulent à des prix réduits. Donc les gens achètent des éditions pirates. On en est là parce que le marché essaie de trouver une solution entre la demande et le coût. Donc à la fois, il y a autant de raisons d'espérer, parce que quoi qu'on dise, le livre, il est là, les auteurs existent. Chaque génération, on dit que c'est la dernière en Algérie, mais ce n'est pas la dernière. On a tellement annoncé la mort de la langue française, mais ce n'est pas vrai. L'Algérie, malgré ce fait, se constate que c'est un pays obscur, c'est un pays fermé, mais c'est un pays où la langue française est toujours là. Et en même temps, on dit que le livre circule mal, mais moi je vois autre chose. Je vois un besoin de livres francophones, je vois un besoin de lecteurs. Les libraires sont rares, mais les librairies sont mûres, entre guillemets, les étalages sont là, les gens essayent de lire. Et puis le livre francophone, paradoxalement, ce n'est pas uniquement le livre en français. C'est aussi le livre en français traduit en arabe. Parce que lire Balzac en arabe, ça fait partie de la francophonie aussi. Mille merci. Oui. Au contraire,
Je trouve que votre présence est vraiment, au contraire, plus que justifiée parce qu'on fait ce tour d'horizon où on a ceux qui analysent, ceux qui vivent le métier, ceux qui... On va parler avec Isabelle Lemarchand justement des libraires, en fait, puisque vous êtes la présidente de l'Association internationale des libraires francophones. Et je trouve que, justement, le ressenti de l'écrivain est très intéressant, surtout dans un pays aussi complexe que l'Algérie. Isabelle Lemarchand, bonjour. Bonjour. Merci. Désolée d'avoir tardé à arriver vers vous, mais ça y est, on est là. Non, je vous en prie. Qu'est-ce qui ressort de tout ce que vous venez d'entendre? Merci. D'abord, c'est passionnant et merci à Kamel Daoud de finir en disant que lire Balzac en arabe, c'est aussi la francophonie. Je trouve que cette phrase devrait nous faire méditer longtemps. Donc, je vais vous parler, je suis présidente de l'Association internationale des libraires francophones et je suis également libraire à Londres dans une librairie francophone, donc depuis une quinzaine d'années. C'est vraiment intéressant de tous les échanges déjà dans cette matinée et ce qu'il en ressort, je trouve, d'entendre que finalement la francophonie, c'est tout sauf la France, et pourtant la France est 85% du marché du livre français, comme nous le disait le cabinet Bearing Point il y a quelques instants. Donc, moi, j'arrive avec une expérience et avec une vision qui est une vision de terrain, et avec une vraie réalité de terrain que je voudrais vous faire partager. L'AILF, donc l'association qui fédère et qui regroupe tous les libraires francophones du monde, enfin, qui ne les fédère pas tous, mais on porte la voix d'une centaine de librairies francophones à l'international, qui a été créée vraiment justement pour permettre à tous ces libraires d'exister en réseau, d'échanger avec leurs pairs. Et aujourd'hui, c'est une association qui comporte non seulement des libraires, mais aussi des membres associés qui sont des éditeurs, des institutionnels, des auteurs, des bibliothécaires. Donc, on a en fait une grande partie de la chaîne du livre qui est représentée. L'objectif de l'association est non seulement de fédérer les libraires, mais également de questionner la pratique du métier de libraire, puisqu'on l'a un petit peu entendu ce matin, mais le métier de libraire à l'étranger est un métier totalement différent du métier de libraire en France. Et enfin, l'association a pour objectif également d'enrichir et de professionnaliser le métier de libraire, qui est souvent considéré à l'étranger, mais pour le coup en France aussi, comme un métier pour lequel il n'y a pas beaucoup de formation. Donc on est aussi très porté sur les échanges et les rencontres entre libraires et maillons de la chaîne du livre, par des webinaires, des rencontres interprofessionnelles, des échanges de pratiques, etc. Et en cela, on travaille avec le BIEF notamment, dont on a pu entendre Nicolas Roche parler ce matin. Voilà, j'ai essayé de récapituler en 3 points principaux. Parfait, merci. Je reviens vers vous et n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez reprendre la parole. La même question à Olivier Babel, secrétaire général de Livre Suisse, association romande des diffuseurs, éditeurs et libraires. Bonjour, et merci d'être là. Bonjour. La même question que vous avez posée à Isabelle Lemarchand. Absolument. Je regrette bien sûr de ne pas être en présentiel à Tunis, mais je suis content de vous rejoindre pour cette table ronde et j'apprécie beaucoup, même si j'ai suivi tout le processus d'élaboration de ces états généraux, les différentes étapes, j'apprécie beaucoup cette forme de synthèse qui nous est délivrée aujourd'hui avec la présence des différents invités. Et bien sûr, je suis sensible aux réalités respectives qui nous ont été décrites. Le cas de la Suisse est un petit peu particulier, une fois de plus. Nous sommes un petit pays, il y a à peu près 2 millions de francophones, donc nous avons une sorte de double handicap puisque nous sommes minoritaires en Suisse et minoritaires dans la francophonie. Pourtant, nous avons 2 points forts.
qui ne sont pas non plus nouveaux, c'est que nous possédons un des taux de lecture de la population parmi, je crois, les plus élevés, en tout cas d'Europe. Et puis, comme chacun le sait, la Suisse a un pouvoir d'achat élevé, voire très fort. Donc, ça lui confère, bien sûr, ça confère à son marché du livre des spécificités propres. Il faut aussi peut-être juste rappeler très brièvement que la Suisse romande est une terre du livre, que tout au long du XXe siècle, y ont essaimé de très grandes aventures ou entreprises éditoriales, comme les éditions Rencontres, qui sont un peu le précurseur du livre de poche, ou la Guilde du livre, qui les premiers ont fait travailler ensemble illustrateurs, peintres et grands écrivains, ou Albert Schira, précurseur aussi du livre d'art avec les qualités de reproduction que permettait l'industrie graphique suisse. Et puis il y a eu la Baconnière, l'Âge d'Homme, donc des grandes maisons. Aujourd'hui, le paysage éditorial de la Suisse romande est constitué d'une centaine de petites maisons d'édition, vraiment essentiellement des petites structures, et dont les plus connues sont celles, bien sûr, qui se font connaître sur les marchés à l'export, principalement en France et en Belgique, un peu au Canada. C'est par exemple Zoé, éditeur littéraire, La Joie de lire, Noir sur Blanc, Canto, Fabre, Slatkin, La Baconnière. Il y en a plein d'autres puisqu'il y en a une centaine. Ces éditeurs, tous ensemble, publient quelques 1600 livres qui entrent dans le compte, je pense, des 65 000 ou 70 000 livres disponibles, livres qui paraissent chaque année en langue française. En Suisse, on estime que Amazon capte de 20 à 25% de part de marché, ce qui est énorme. Et si je vous délivre cette estimation qui ne s'appuie sur aucune statistique, c'est parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, quelques spécificités du marché roman, c'est que d'abord, il se porte bien d'une manière générale, il est bien sûr bien structuré, il est dynamique. C'est le second à marché à l'export pour le livre français, mais peut-être d'ailleurs le premier en termes de marge, parce que la Suisse est un marché lucratif pour le livre, notamment grâce à son pouvoir d'achat. Et bien sûr que cette bonne structuration du marché du livre en Suisse est fortement influencée, voire organisée par son puissant voisin français. On estime d'ailleurs que les livres importés depuis la France représentent environ 80% des ventes effectuées en librairie. Je croyais savoir que c'était pratiquement l'inverse au Québec, mais mon ami Simon vient de nous dire que c'était aussi un peu le cas au Québec. Il le confirmera. J'ai toujours cru que grâce à la loi 51, dont il n'existe aucun équivalent en Suisse romande, la proportion de livres québécois vendus en librairie était bien plus élevée qu'elle ne l'est en tout cas en Suisse, où le rapport est plutôt donc de 80 et 20%. La bonne structuration du marché fait que la centaine de librairies qui existent sur le territoire peut commander et obtenir pratiquement en 24 heures un très très grand nombre de références, que les librairies reçoivent les visites des représentants, de nombreux représentants qui leur présentent les nouveautés, les catalogues, les opérations spéciales. Et donc ceci leur permet d'assurer un très très bon service à la clientèle. Toutefois, bien sûr, les livres qui sont en rupture de stock, momentanément épuisés, peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à arriver, ce qui fait qu'un système d'impression numérique à l'unité en quelques exemplaires serait bienvenu en Suisse voisine, à la fois pour les librairies et pour les lecteurs. Merci beaucoup. Merci Olivier Babel. Je reviens vers vous. Bon, oui. Je voulais peut-être juste faire une petite conclusion, si vous permettez. Oui, bien sûr. Très rapidement, pour vous dire, je vous parlais de la situation de la diffusion. Oui. Comme il a été dit par Nicolas Roche, les diffuseurs sont en fait des filiales des grands groupes français, et il n'existe pas de loi unique en Suisse. Tout récemment, un conseil national au Parlement a relancé une initiative parlementaire pour relancer ce débat-là.
Il a peu de chances, malheureusement, d'être soutenu de par des conditions économiques qui ont changé par rapport au premier combat mené, mais on en saura plus dans les quelques semaines ou mois qui viendront. Et donc, le prix de vente du livre est fixé par les diffuseurs, mais en réalité, c'est quand même Paris qui décide, c'est-à-dire les directions des grands groupes. Et s'il est normal que les prix soient augmentés pour financer les filiales qui sont présentes en Suisse, les frais d'importation, les fluctuations de change, ils sont aussi là pour dégager une marge qui est à mettre en relation avec le pouvoir d'achat qui existe en Suisse. Et c'est ce qui me permettait de vous dire que si la Suisse est le deuxième marché à l'export, il est probablement le premier en termes de marge générée. Et donc, et en conclusion, l'effet pervers, c'est que cela développe un tourisme pour les livres en France voisine, puisque les livres sont vendus à quelques 60 à 70% plus cher en Suisse. Et surtout, cela fait le lit d'Amazon qui, d'année en année, augmente ses parts de marché en Suisse. Je vous avoue que ce que vous dites fait rêver, d'entendre que les Suisses font partie des plus gros lecteurs, que le pouvoir d'achat est fort et que le livre va bien et va de mieux en mieux. Moi, qui viens du Sud, ça me fait rêver vraiment. Et justement, on va descendre encore plus bas vers le Sud. Je m'excuse, Serge Donchen-Kwam, directeur des presses universitaires d'Afrique au Cameroun. Le meilleur pour la fin, voilà, je suis enfin là. Comment allez-vous et que ressentez-vous après avoir entendu ces différentes expériences ? Oui, bonjour. Je ne vous ai pas suivi en début parce qu'un peu traumatisé par la déconnexion qui a heureusement duré juste une fraction de seconde. Tout va bien. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, par peur de perdre la connexion, je vais essayer d'aller très vite. En situant mon intervention dans le prolongement du propos de mon cher ami Karim, lorsqu'il évoquait les responsabilités de l'OIF, parce qu'il faut dire que la capitale Tunis où vous vous trouvez a abrité pendant 25 ans pratiquement le CAFET, un programme de l'OIF dont la mission était d'assurer le perfectionnement technique des professionnels des métiers du livre. Et ce programme a disparu malheureusement, mais en faisant un saut dans le vide. Je vous... Ah, petit problème de connexion. Vous nous entendez ou pas? Non. Écoutez, faites-moi signe dès que vous revenez. Moi, je repars vers Nicolas Roche. La mouche est rangée. Ouais. La mouche est repartie pendant voilà, quelques donc instants. Vraiment, allez-y, foncez. Je voulais dire un mot. Je n'avais pas eu le temps de développer ce propos-là en préambule, mais j'avais déjà pris beaucoup de temps. Je voulais reparler de l'importance de la librairie francophone à l'étranger, qui me paraît être un maillon absolument essentiel de cette fameuse chaîne du livre. Je sais que Pierre Astier, qui est présent dans la salle, qui est un agent bien connu, déteste qu'on emploie cette formule chaîne du livre. Mais je crois que lorsque un des maillons ne marche pas ou marche mal, c'est toute cette fameuse chaîne qui en souffre. Et donc, je suis très heureux qu'on travaille en très grande proximité avec l'Association internationale des libraires francophones, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une situation pour certains d'entre eux qui a été soulignée dans les multiples entretiens que nous avons menés dans les différentes zones, c'est-à-dire des conditions d'exercice de leur activité qui est difficile, aussi bien pour certains d'entre eux, et notamment lorsqu'ils sont soumis à une concurrence très rude, notamment en Europe avec Amazon, que sur les questions logistiques, quand Amazon livre en 48 heures et que nous avons du mal à les livrer depuis la France, évidemment, aux 5 coins, sur les 5 continents. Ça prend quelques semaines, quelquefois quelques mois. C'est assez difficile. Alors évidemment, la situation est très différente entre l'Europe et le reste du monde, mais pour autant, il me semble que les conditions d'exercice de leur activité doivent bénéficier d'une attention renouvelée de la part de tous, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, de manière à ce qu'ils puissent bien travailler, organiser des rencontres et être ce lieu d'attraction et ce lieu de mise en contact
avec le livre français, que ce soit pour les expatriés, les populations locales, les apprenants du français. Et je veux souligner à quel point leur rôle est tout à fait essentiel et déterminant et doit bénéficier de cette attention. Voilà ce que je voulais dire. Parfait. Je voudrais vous laisser interagir un peu plus librement. Donc, si l'un de vous a envie de rebondir ou d'ajouter quelque chose à son propos. Je peux bien reprendre la parole, pardon. Bien Je sais sûr, pas si Isabelle. je suis dans votre dos ou si je suis, Oui. si je suis en face de vous. Je suis là. Merci à Nicolas Roche de rappeler ça. Et en fait, ce que venait de dire Olivier Babel m'intéresse aussi beaucoup, puisque le problème des librairies francophones de l'étranger est bien sûr dans le reste du monde et dans le Sud, notamment une problématique qui est une problématique de logistique, de transport, etc. Mais la question du coût, qui est finalement aussi avec un pays frontalier comme la Suisse, est absolument essentielle, en fait. Et c'est assez important, à mon avis, aussi pour tout le monde de la librairie suisse, de parler de ce tourisme où les gens vont acheter leurs livres à Annecy. Enfin, à la frontière, en tout cas, où il est 70% moins cher. Ce qui veut donc dire finalement qu'il y a une question de coût qui est différente, mais qui est extrêmement importante, quel que soit l'étranger, le monde étranger dont on parle. Dans le grand export, si on peut dire, pour employer les termes des distributeurs, ce qui repose sur les épaules des libraires, c'est des frais d'importation qui sont extrêmement élevés. Sans rentrer dans le détail, de façon logistique, c'est absolument... ça prend une place incroyable dans le métier de libraire, en fait, de s'occuper du transport bateau, de s'occuper du transport avion, de parler de délai de livraison. En fait, en librairie, on a non seulement des dates de rentrée littéraire, mais il y a aussi des dates de Noël, de rentrée des classes, de tout ce genre de choses. Et quand il y a 3 semaines de délai à cause d'un avion ou d'un bateau, en fait, ça peut vraiment faire perdre une année de librairie. Je suis désolée, je parle de choses très pragmatiques, mais c'est extrêmement important. Finalement, la librairie, c'est ce qui pourrait sauter dans la chaîne, si on veut parler de cette chaîne de librairie. Aujourd'hui, et en plus, à cause du Covid et de la crise sanitaire, etc., tout ça a été, bien sûr, aggravé. Enfin, tout ça a fait encore plus de mal que la situation qui existait déjà auparavant. Il y a souvent, en termes de logistique et en termes de géographie, en fait, on a souvent, et on en a déjà parlé ce matin, et Camille Delouz redisait ça tout à l'heure, en fait, au-delà de la capitale, souvent c'est très difficile d'aller en province dans beaucoup de pays, donc l'accès au livre est quelque chose de... Pardon, je crois que Serge Coim est revenu. L'accès au livre est quelque chose qui est rendu difficile également à cause de la géographie des pays. Et enfin, souvent, on parle de remédier à cette distribution-circulation avec le livre numérique, qui n'est pas forcément une solution, puisque lié à beaucoup de contraintes également. Et ça permet de toucher à nouveau du doigt la question de la coédition à l'étranger, qui est peut-être quelque chose dont il faut reparler, ou en tout cas qui donnerait aussi accès aux populations locales, aux auteurs locaux. Merci, merci beaucoup. Ça a été c'est bon levé ce matin et ça me paraît essentiel quand même pour les Tunisiens de pouvoir acheter un livre. Absolument, absolument. Je repars vers Serge Coim, on refait une tentative. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. C'est très déstabilisant, cette instabilité des connexions. Je perds un peu le fil de mes idées, du coup, et j'aimerais simplement dire, pour revenir sur un certain nombre d'orientations qui ont été données tout à l'heure, notamment pour permettre un peu à l'Afrique de sortir de l'ornière, parce que, comme l'a rappelé Nicolas Roche en début de session, l'essentiel des ouvrages en circulation, notamment en Afrique subsaharienne francophone, proviennent de France, ça en dehors bien sûr des manuels scolaires. Et donc, depuis quelques décennies, on tente de renverser un peu la vapeur
Et l'Alliance internationale des éditeurs indépendants y a travaillé et travaille depuis à peu près 20 ans pour inverser un peu le sens de la circulation des ouvrages. Et je me réjouis de savoir que Mme Djaili ou encore un peu plus tôt Valérie Tadjo adhère à un plaidoyer qui avait été effectivement mis en place, demandant aux auteurs, lorsqu'ils signent des contrats avec les éditeurs du Nord et notamment de France, de réserver les droits pour leur pays. Et cela a permis de rapatrier un certain nombre de productions, mais on est encore bien loin du compte, parce que jusqu'à présent, l'édition de jeunes, malheureusement, reste encore très faible et très sous-capitalisée. Mais simplement, ce que je voulais dire, à la faveur des différentes formations faites dans divers collectifs depuis bientôt 3 décennies, il y a eu une nette amélioration de la situation en termes de qualité de production et même de nombre de titres. Voilà, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour que je vous communique les quelques éléments chiffrés que j'avais réunis. Mais simplement, je me dis qu'on est dans la bonne direction. Et si on arrivait à mettre en place un cadre institutionnel plus écoutant, notamment à travers les politiques publiques de livres dont on parlera au niveau de demain, en espérant que la connexion sera meilleure. Si ça avait été mis en place et que des partenariats éditoriaux arrivaient à se nouer entre les éditeurs français notamment et ceux d'Afrique francophone, je pense que progressivement, on pourrait avoir un meilleur visage de l'édition africaine francophone. Je n'ai plus, je suis un peu perdu dans le fil de la structure de ma pensée avec les déconnexions permanentes. Simplement, je souhaiterais peut-être pour demain que s'il y a des interventions par Zoom provenant de l'Afrique en raison de l'instabilité de la connexion, peut-être il faudrait privilégier ces interventions-là le temps que la connexion marche par rapport à ceux qui sont sur le panel. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Serge Quam. Je recède la parole à Nicolas Roche, puis à Karim Bensmaïl. Oui, je voulais dire un petit mot sur ce qui vient d'être évoqué par Kamel Daoud, Serge Quam et Karim sur la coédition, la cession de droits des éditeurs français vers des éditeurs locaux, notamment pour proposer un prix adapté au pouvoir d'achat local. Moi, évidemment, nous, au BIEF, on multiplie les occasions de rencontres entre les éditeurs de l'espace francophone, encore une fois en France, à l'étranger. J'observe juste que dans un certain nombre de temps forts, Kamel Daoud parlait du formidable SILA qui draine beaucoup de monde, c'est un salon grand public. C'est un salon de distributeurs, de diffuseurs-distributeurs, et ce n'est pas un lieu de rencontre professionnel entre les professionnels du Maghreb ou d'une zone plus large comprenant les éditeurs français. On a peu d'occasions de se rencontrer sur les foires à l'international parce que l'ensemble des foires du Maghreb sont devenues des foires grand public et ne sont plus des temps professionnels. Il faut absolument retrouver les occasions de se voir pour parler de ce dont on parle ce matin. On avait, il y a 2-3 ans, réussi à fédérer une initiative faisant en sorte qu'un certain nombre d'éditeurs du Sud, de la francophonie du Sud, puissent venir à la grande foire du livre de Francfort. J'observe que nous n'avons plus les financements pour continuer à faire cette opération. Donc je pense, Karim, tu en parlais tout à l'heure, il y a une question politique. Il y a une question politique des différents États de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie, de tous ceux qui soutiennent cette initiative ces jours-ci, qui doivent intégrer que le préambule de tout, c'est se rencontrer, se comprendre avant de faire des affaires. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire sur le SILA et vous raconter très rapidement notre expérience de coédition Sud-Sud, qui n'a pas eu de lendemain, mais qui était assez importante. Moi, je ne connaissais pas mes confrères d'Afrique subsaharienne, sauf quand ils passaient, comme le disait Serge, très souvent au Café d'à Tunis, qui est une perte, effectivement. Mais c'est aussi là qu'un jour, j'ai eu l'occasion, en compagnie de Noureddin Benkeder, regretté Noureddin Benkeder, qui était notre directeur des éditions, j'ai été invité au SILA par l'Organisation internationale de la francophonie. Je te parle du Moyen-Âge là. Hein. Et c'est à une réunion entre nous et le responsable du livre à l'OIF de l'époque, dont malheureusement je ne me souviens pas du nom, et des éditeurs locaux,
que nous avons interpellé l'OIF. Je me souviens de Nordine Ben Khadr qui avait répondu à la demande. Les éditeurs du Sud disaient nous avons besoin de nous rencontrer. Nous ne pouvons pas nous rencontrer, même dans les sous-régions, ainsi de suite. Et le responsable de l'OIF avait dit nous ne sommes pas une agence de voyage. Noureddin avait répondu si vous n'êtes pas une agence de voyage, vous ne servez à rien. Depuis, des choses ont bougé. Nous nous sommes vus, nous avons été invités dans plusieurs salons. Les Africains sont venus vers nous, nous, Nord-Africains, nous sommes allés vers eux, et nous avons ainsi pu faire une expérience unique, qui est une coédition, une collection coéditée de livres jeunesse qui allait jusqu'à 20 éditeurs, fabriqués au Sud, distribués au Sud, et qui a donné ensuite des répercussions et des effets successifs bénéfiques pour le livre au Sud. Donc se voir dans les foires, même si elles sont commerciales, s'il y a des organisations dont c'est normalement le métier, qui organisent à ce moment-là des colloques et des rencontres, ça peut fonctionner. Je voulais aussi dire que les outils existent d'aide aux livres et à la circulation des livres. On ne part pas de zéro. Ils existent en France, ils existent en Tunisie. Mais aussi bien en France qu'en Tunisie, ils ont des problèmes. En France, il faut en parler. Il y a des mécanismes puissants en France pour aider le livre, même le livre, l'exportation du livre français, mais même l'édition en français au Maghreb ou ailleurs, achat de droits, prise en charge des droits, ainsi de suite. Mais il faut dépoussiérer un peu tout ça. Ce n'est pas adapté à nos métiers, ce n'est pas adapté à notre géographie et à notre timing. On y reviendra peut-être plus tard ailleurs. La deuxième chose, c'est qu'en Tunisie, on a de très bons leviers et outils d'aide aux livres. Le problème, c'est que là aussi, ils sont complètement sclérosés. Et pour finir, je vous dirais que mon collègue a dit tout à l'heure qu'il y avait en Suisse 1000 titres par an, je crois. En Tunisie, lorsque l'État achète des livres, on lui présente 3000 titres par an. Je vous laisse imaginer ce que ça signifie. Merci. Jean-Michel Huet. Oui, juste en rebond, mais aussi de ce qu'a dit Isabelle, la question, même si c'est un peu technique, logistique, est une question clé. On a vu tout à l'heure une très belle conférence sur le livre n'est pas un produit comme les autres. Donc dans ce cas, le marché du livre n'est pas un marché comme les autres. Il y a des vrais enjeux aussi entre les États à s'assurer que le livre ne soit pas, notamment dans les douanes, traité comme un produit comme les autres. Hélas, notamment sur ce continent, j'ai aussi vécu à titre personnel des aventures sur des livres qui ne sont pas terminés des années après avec des douanes. Donc c'est un véritable enjeu. Et ça, c'est aussi une décision des politiques et des administrations. Et puis par rapport au point d'Amazon, Amazon n'est pas un libraire, Amazon est un logisticien. Remarquable, certes, mais qu'un logisticien. Or, si eux arrivent à être très bons dans ce domaine-là, c'est en ça qu'ils peuvent être une menace, notamment pour les libraires, qui eux ne sont pas que des logisticiens, mais des libraires. Et c'est aussi un véritable enjeu, donc je pense dans tous les débats de politique publique, et c'est un marché particulier aussi, cette question de la logistique au sens large est un véritable enjeu. Et juste un petit clin d'œil pour notre ami suisse, 2 millions de francophones en Suisse, en Côte d'Ivoire il y en a 20 millions, et la Côte d'Ivoire c'est la même taille que le marché suisse pour les livres francophones. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une dimension de nombre de citoyens, nombre de locuteurs, mais également le prix qui est un enjeu clé. Je redonne la parole à Simon de Jocasse, puis Olivier Babel pour un dernier ressenti. Oui, j'ai tellement de choses à dire, franchement, mais je voudrais juste corriger. Olivier m'a posé la question. Alors, il y a 70% de livres français sur les tablettes des librairies québécoises, mais ce n'est pas 70% des ventes à la caisse. On parle plutôt d'une proportion nettement plus élevée. On est presque dans le 50-50. Donc, malgré le fait que ce n'est que 30% du livre québécois sur les tablettes, 50% des achats sont des livres québécois. Et à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, on réussit très bien. Je rappelle que l'éditeur et le monde du livre, c'est un monde à la fois culturel et commercial. Et ça crée donc cette ambiguïté. Pourquoi est-ce que la taxe et tout? Il faut vraiment qu'on s'en parle parce qu'on a souvent de la misère à concevoir
que l'éditeur qui crée un livre pourrait avoir accès à des services différents. Mais je rappelle souvent à tous ceux qui pensent que le livre, ce n'est qu'un produit commercial, que leur bibliothèque serait excessivement moche si ce n'était que des feuilles A4 qui traînaient sur les tablettes. Le livre, c'est aussi un objet en soi dont le contenu est aussi merveilleux habituellement que celui qui l'a créé. Et c'est ça la différence avec un livre et autres produits commerciaux. Et donc, dans ce contexte-là, il faut repenser les politiques sur le livre, sur la lecture, pour le rendre accessible à tous de façon plus facile. Et dernière chose, je vous ai entendu à quelques reprises parler de ces relations Nord-Sud pour la coédition. Je vous rappelle que le Nord, ça comprend aussi le Québec et le Canada français, parce que je ne veux pas oublier non plus nos collègues canadiens-français qui, eux aussi, publient des livres en français, malgré le fait qu'ils sont en situation minoritaire, comme bien des pays africains. Et leur réalité est la même, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils trouvent ça très difficile de vivre dans un pays où le Québec est toujours à l'honneur en termes de littérature. Alors, il y a des situations qui se retrouvent un peu partout. Parlez à un franco-ontarien ou un franco-albertain, vous verrez qu'il comprend votre souffrance en termes d'accessibilité. Merci beaucoup. Je retourne vers Olivier Babel. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Volontiers. Enfin, voilà, j'aime bien rebondir sur ce que disait Simon Jocasse à l'instant, c'est-à-dire que le livre, c'est pas seulement un produit culturel, c'est un produit commercial. Et bien sûr que le marché du livre, forcément, il répond à une logique économique. Et c'est pour ça que dans le marché du livre, on peut parler d'industrie du livre, parce qu'on retrouve vraiment des grands groupes industriels et on retrouve des mini-structures qui participent tout autant à créer cette diversité que défendent les librairies indépendantes. Tout comme dans la distribution, eh bien, on retrouve des grands groupes ou des grands logisticiens et puis des petits libraires qui font un travail magnifique en soutien justement à cette diversité éditoriale qui nous est précieuse et qui nous est nécessaire. Et ben voilà, on pourrait rêver d'un monde utopique où le livre circulerait facilement dans tous les pays, dans toutes les directions cardinales de la planète et au même prix. Et c'est peut-être à ça que les États généraux peuvent commencer à poser la première pierre, c'est-à-dire imaginer des systèmes où les logiques économiques qui entravent la circulation puissent être mises en question et où l'industrie du livre se démocratiserait véritablement. Merci beaucoup. J'ai l'impression que Serge Quam lève la main, mais je ne le vois pas. Le rôle des bibliothèques publiques, on n'en a pas parlé, parce qu'il n'y a pas qu'acheter un livre, il y a aussi, pour ceux qui n'ont pas les moyens, d'aller chercher un livre. Et dans nos pays, malheureusement, Kamel Daoud, les bibliothèques publiques, le réseau est totalement défaillant. Pour le peu que je peux en dire, c'est vrai que la lecture publique est rare, l'accès à la bibliothèque publique est rare. Personnellement, c'est une expérience personnelle, elle n'est pas illustrative. C'est que la première fois où j'ai mis les pieds dans la librairie de l'Institut français, c'était après la fin de mes études. Pour moi, c'était un lieu qui était réservé à une élite estudiantine, la grande capitale, etc. J'avais toujours eu ce rapport clandestin aux livres. Les livres, je les ai connus, j'aime bien ce mot, à un moment auprès d'un libraire qui les vendait, mais puisque je n'avais pas assez d'argent, donc il me les louait. Ça se passait ainsi, je louais beaucoup de livres, je les lisais et je les rendais. Et donc ça me coûtait le 1/5 ou le 1/10 du coût du livre. Donc il y a ça. Mais moi je voudrais rapidement revenir sur un autre phénomène. En vous écoutant tous, je suis quand même frappé par le fait qu'il y a cette idée sur le marché maghrébin, plus ou moins, que le livre arrive dans des pays où il n'y a pas de concurrence, alors qu'il y a une concurrence est très rude. C'est celle du marché informel du livre, du marché religieux du livre, et qui pose des problèmes concrets. Le livre religieux, c'est un livre de bénévoles.
il n'est pas surtaxé par les droits d'auteur, parce que l'auteur, il est unique, c'est lui. Le livre est subventionné par des fondations. Il n'est pas vendu en librairie, il est vendu sur les trottoirs. J'ai observé un phénomène à Oran que je trouve fascinant. C'est quasiment le retour je ne sais pas en français comment je vais traduire, c'est des dépliants, al-matouyat, c'est-à-dire c'est le livre qu'on plie en 4 ou en 8, qui existait au Moyen-Âge, mais qui existe maintenant. Ce sont des petits fascicules à destination du croyant. Et donc cette concurrence, elle est elle est présente. Face à elle, le livre reste un objet occidental. C'est un objet qui a un coût de fabrication, qui a des droits d'auteur, qui a des droits de diffuseur, etc. Donc c'est quelque chose qui représente non seulement une économie, mais une façon de concevoir la culture. En face, il y a une autre vision de l'accès au livre. Le livre doit être gratuit, le livre n'a pas à coûter très très cher, le livre est subventionné par des fondations, c'est un acte de foi, quelque part. Donc il est à disposition, il est vendu sur des trottoirs. Donc ça, c'est une véritable concurrence. Le marché informel du livre n'est pas uniquement le fait d'éditeurs clandestins qui impriment les grands classiques, qui les vendent à des petits prix, c'est aussi celui des religieux, des fondations religieuses qui sont transnationales. C'est-à-dire, combien coûte un roman par rapport à combien coûte un manuel de comment survivre après la mort ou quelque chose comme ça. Donc il y a ce côté-là. J'ai l'impression aussi qu'on ne prend pas en compte qu'il s'agit de deux visions du livre qui sont totalement différentes. Le livre en tant que sujet, mais aussi en tant qu'objet. Donc ce sont deux choses. Bon, mais pour clore un petit peu sur votre question, c'est vrai que l'accès public n'y est pas. En Algérie, il existe pratiquement dans tous les villages des maisons de jeunes, mais je vous laisse concevoir, imaginez qu'est-ce qu'une maison de jeunes sous la culture du parti unique. C'est-à-dire ce sont des espaces très contrôlés de propagande, d'endoctrinement, de recrutement politique. Les fonds sont très 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 pauvres, et puis il y a quand même un conservatisme qui interdit. Je peux raconter une anecdote. Ma propre épouse qui est directrice dans un hôpital public, et donc il y a eu des gens, y compris moi, nous avions voulu faire des dons de romans, ça a été quasiment refusé. La direction expliquait que les gens ici sont des malades, ils ont besoin de livres qui donnent du sens, c'est-à-dire des livres religieux. Ce ne sont pas des romans qui vont les aider à surmonter. Donc c'est aussi deux visions qui sont différentes. Il ne s'agit pas uniquement de marché, de chiffres, de taxes et d'identité, ou de politique aussi, mais c'est aussi du politique, mais ce sont deux visions qui sont très, très différentes. Deux perceptions du livre, de la culture, de la finalité de la culture et de l'accès au livre qui sont très différentes. Avant de conclure, je vais voir si la salle a envie d'interagir avec nous. Il y a des micros disponibles. Merci de lever la main. On va prendre une ou deux questions, puis on va conclure. Je ne vois pas bien. Une question ? Oui. Merci de vous présenter et de poser votre question. Bonjour à tous, je m'appelle Nour Trabelsi, je suis élève ingénieur à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis et je vous remercie pour ces différentes tables rondes. Alors ma question, ce serait dans le cadre de la transition écologique. Et évidemment, le papier n'est plus ce qui est de plus voulu, c'est-à-dire que soit on va produire des livres avec du papier qui est recyclable, donc le coût va forcément augmenter, soit on passe vers la numérisation. Mais la numérisation, il n'y a pas que les livres qui doivent être donc numérisés, il faut que les librairies le soient aussi. Et cette transition globale, c'est sûr que ça va coûter d'argent, mais aussi ça va coûter des efforts. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Je vous remercie. Qui voudrait répondre ? Peut-être juste, venez cet après-midi, parce qu'on en parlera lors de la table ronde de 17h, parce que c'est un des scénarios qui a été regardé. Vous la vendez bien, cette je la vends, table de 17h. Sylvie m'a dit qu'il faut en parler. Non, mais au-delà d'anecdotes, vous verrez dans les projections, le papier ne va pas disparaître non plus. Donc je vous rassure, j'espère. Alors on verra, il y a plusieurs scénarios, mais en tout cas, le papier ne va pas disparaître, parce que le numérique n'est pas non plus sans impact carbone ou écologique. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer papier et numérique. Donc je ne suis pas certain que ça soit zéro papier dans 20 ans, j'y crois pas trop. Par ailleurs, je voudrais juste dire que la production du papier destiné à l'édition dans le monde est assez limitée.
et que par ailleurs, les producteurs de papier, il y en a très peu dans le monde, les producteurs de pâte à papier, ne sont pas des destructeurs de forêts, ce sont des gens qui plantent des forêts et qui sont contrôlés de manière à ce qu'ils consomment ce qu'ils produisent, si on peut dire. Voilà, il me semble. Je peux me tromper, mais voilà. Et je finirai par dire que ça me fait très plaisir de voir une ingénieure future se préoccuper d'abord de l'environnement, ce qui est visiblement la prochaine génération fera mieux que nous, et ensuite une ingénieure qui s'occupe de culture, ça fait plaisir. Un mot du côté du Québec. Nous, on a effectivement une réflexion très importante sur la question du papier, le papier recyclé. Et un des éléments qui, encore une fois, l'imprimeur fait partie de la chaîne du livre. Pas d'imprimeur, pas de livre. On essaie d'éviter l'impression en Asie, garder ça chez nous local, mais ça implique des coûts beaucoup plus élevés. Donc, on essaie de voir avec nos gouvernements comment on peut retrouver une réduction pour l'éditeur et ultimement pour l'acheteur. Un livre qui se vendrait habituellement 19 $ canadiens, qui se retrouverait à 45 $ pour payer le papier, bien, on sait qu'il resterait sur les tablettes du distributeur. Ça ne donnerait absolument rien. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Et pour ce qui est du numérique, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Moi, je fais des albums pour enfants. Je les ai faits en PDF, je les ai faits en EPUB, mais je conçois qu'un enfant devrait avoir dans ses mains un livre et pas une tablette. Donc, la tablette, oui, pour certains types de livres, pour certains genres littéraires. Alors, il ne faudrait surtout pas que le numérique devienne la panacée de tout. On le sait, ce n'est pas le cas. Le livre est encore là pour longtemps. Oui, moi je voudrais juste rajouter une chose, c'est que les éditeurs, qu'ils soient français ou d'ailleurs, sont quand même très impliqués dans cette démarche écologique et qu'aujourd'hui de nombreux éditeurs utilisent des papiers certifiés comme le papier FSC et comme le disait Karim ou Simon, on replante des forêts derrière, donc c'est important. Et juste à titre d'exemple, sur le papier utilisé par exemple en France, il faut savoir que, oui, tu as raison, la proportion utilisée pour faire des livres est très faible. Aux 3/4, c'est fait pour fabriquer des cartons. Merci, messieurs, pour toutes ces réponses. On a une dernière question. Bonjour. Alors, je suis Amina Alfeoui, universitaire, et écrivaine aussi sous mon nom de plume Naïma Amin, qui est l'anagramme de mon prénom en arabe et en français. J'ai participé à un concours international de poésie en langue française, le prix Léopold Sédar Senghor. J'ai eu le premier prix dans la section environnement et migration et environnement. Et ça m'a énormément fait plaisir. Quand j'ai annoncé l'information sur Facebook, il y a eu un bug. Mon ordinateur a sauté, etc. Pour vous dire qu'il y a eu une très bonne réaction de mes amis et mes compatriotes tunisiens. Et pour poser le problème de la circulation de l'information, je n'ai eu aucune réaction de la part des gens français que je connais. Aucune, même pas un petit... Pourtant, ici, il y a un institut français et tout ça. J'étais en première page de la presse. Bon, je ne dis pas ça pour me vanter, hein. Je suis une senior. J'ai pris le train en marche parce que j'avais ma carrière universitaire c'est les Zolouf qui m'empolent en tunisien. Alors, je voudrais que je profite donc de cette occasion-là pour dire que c'est très très bien que ce genre d'événements se passe. Je souhaite beaucoup de... Je n'ai pas de questions en fait. Hein. Ah, ok. Mais, voilà. Merci, félicitations pour votre oui, prix. Mais justement, merci. Le silence radio, comme on dit, des Français m'a stupéfaite. Heureusement qu'il y a la Tunisie à côté. Merci beaucoup et bon travail encore. C'est moi, merci madame. Donc une dernière question du coup, ou alors, oui, monsieur, à l'avant, ou madame, allez-y, vous poserez tous les deux votre question. Merci.
Je suis Paul Kourouma, secrétaire général de l'Association des bouquinistes et libraires de Côte d'Ivoire. Alors, ma question est de savoir, est-ce que, en tant qu'acteur, quel est le rôle joué par les bouquinistes dans la circulation du livre français dans le monde, puisque nous savons que le livre ne meurt jamais? Est-ce que ces bouquinistes font partie de la chaîne du livre? Ce serait et à quel niveau? À vous de nous répondre, en fait, puisque c'est vous le spécialiste. Alors, bon, je vous laisse le monsieur intervenir. C'est le problème de l'absence de statistiques. C'est-à-dire, les bouquinistes, vous savez, il y en a chez vous, il y en a aussi sur les quais de la Seine à Paris, mais on ne mesure pas exactement quel est leur poids exact dans la chaîne du livre. D'ailleurs, certains vendent du livre neuf et d'autres vendent du livre d'occasion. Et on a un peu de mal à mesurer le poids de ces différents réseaux. Dans l'étude, il y a un paragraphe sur les bouquinistes, on en parle, mais exactement pour le même problème, absence de données. Exactement. Très bien. La dernière question, et après je vais inviter Madame Marianne Cosra, responsable du pôle livre et médiathèque à l'Institut français, qui va vous faire un petit point logistique pour la suite des événements. Je suis Monsef Benayed, éditeur tunisien. Votre table ronde a soulevé tellement de questions que il faut peut-être un peu plus de temps pour débattre un peu des problèmes que vous avez soulevés. Premièrement, j'ai fait partie des gens qui ont préparé le 2e sommet des chefs d'État francophones à Québec. Donc, et j'ai travaillé sur le secteur livre, dans la francophonie, avec la CCT. Bon, on a tout à l'heure effleuré quelque chose, le rôle de l'OIF. Et on a dit que l'OIF n'a rien fait pour le livre. Je suis d'accord, n'a rien fait pour le livre en Afrique. Mais elle a travaillé le livre, les intérêts du livre français en particulier. À ce moment-là, le deuxième sommet des chefs d'État francophones a recommandé la collection Franco-Poche. Et nous savons un peu ce qui s'est passé, parce que j'étais un membre même du comité de suivi. Deuxièmement, le même sommet a créé le CAFED, disparu. Troisièmement, l'OIF a recommandé et a soutenu la création de l'Association des éditeurs africains francophones, disparue. Pardon, si Benayed de vous couper, mais vraiment, avez-vous juste une question? On pourrait revivre tous ces épisodes? Non, s'il vous plaît, ça c'est très important, c'est votre rôle. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? Oui. Si nous allons nous répéter la même chose, alors c'est peine perdue. Et je vous dis salut. Et je quitte. Non, je vous Non, c'est pas pour vous. Si nous perdons notre temps à remâcher les mêmes problèmes, non. Mais si vous avez 50 propositions, est-ce que c'est pour refaire la même chose? C'est pourquoi je rappelle l'historique, parce que nous avons pris des décisions, nous avons travaillé dans la francophonie, nous avons essayé de faire quelque chose. Mais c'est peine perdue, parce qu'il y a des intérêts qui sont autres que les intérêts du monde francophone africain surtout. Merci. Message reçu. Messieurs, madame, mille merci. C'était passionnant, effectivement. On aurait pu parler beaucoup plus longuement. Vous avez soulevé beaucoup de points. Et puis rendez-vous à 17h sans faute.